23 heures partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire, candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, une candidature placée sous le sceau du maintien de la paix que gagnera la Côte d'Ivoire si sa candidature est acceptée. On en parle dans ce journal. Agrobusiness, les opérations de remboursement reprennent. La procédure judiciaire qui engageait l'État et les banques concernées faisait obstacle à ce paiement. Obstacle désormais levé. On en parle également dans ce journal. Et puis cette décision peu surprenante du président américain Donald Trump qui a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat comme il avait promis lors de sa campagne. Cet accord, selon lui, est désavantageux pour son pays. On démarre tout de suite avec cette information. La Côte d'Ivoire est candidate à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, une candidature placée sous le sceau du maintien de la paix. Le vote, ce sera pour demain. Si la candidature de la Côte d'Ivoire est acceptée, que gagnera-t-elle? On fait le point avec Herman Guivet. 11 avril 2011, la crise post-électorale s'achève. La Côte d'Ivoire revient de loin et pense désormais perspective. Le pays multiplie les offensives diplomatiques. Objectif, se repositionner sur l'échiquier international. Conférence sommet, campagne de séduction des investisseurs. Toutes les stratégies y passent. Les plateformes internationales deviennent la priorité. L'une d'entre elles, certainement la plus prestigieuse, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une offensive diplomatique est en cours en ce moment pour arracher un poste de membre non permanent des Nations Unies. Pour éclairer notre lanterne, nous sollicitons le regard du docteur Traoré Bakary, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale et dynamiser un concept qui est cher à notre pays, le code diplomatie. Il y a aussi le crédit personnel du chef de l'État. Voilà, puisque on a vu la Côte d'Ivoire jouer un rôle important dans la résolution de certaines crises en Afrique, principalement celle du Mali, de montrer qu'elle tient au niveau international. Une place de choix dans le concert des nations, de quoi renforcer le capital crédit du pays sur le plan international. Les 5 membres permanents auront besoin de son appui pour faire passer une résolution, parce que toute décision prise par le Conseil de sécurité et qui s'impose à l'ONU doit avoir la faveur des 2/3 des membres du Conseil de sécurité, y compris les 5 membres permanents. Donc ça veut dire que nous avons 5 membres permanents, plus 4 membres non permanents. On voit que pour toute résolution, il faut quand même avoir l'appui des membres non permanents. Si sa demande est acceptée, la Côte d'Ivoire siégera aux côtés des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme eux, elle fera entendre sa voix sur les grandes décisions qui impactent la marche du monde. Ce sera donc pour demain, 2 juin, le vote pour le renouvellement des membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire est candidate avec la Guinée équatoriale pour la zone Afrique. Comment cela va-t-il se dérouler concrètement? Quelle différence entre la mission d'un membre non permanent et celle d'un membre permanent au sein du Conseil? Voyons tout ça avec Sylvie Touré. Aux côtés de l'inamovible club nucléaire, composé des 5 membres permanents que sont la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, détenteurs exclusifs du droit de veto, siègent également au Conseil de sécurité de l'ONU des membres non permanents. Leur nombre est passé de 6 à la création de l'organisation en 1945 à 10 en 1965. Objectif, assurer une répartition géographique équitable des États membres. Cette nouvelle cartographie confère 5 sièges à l'Afrique et à l'Asie, 1 siège à l'Europe orientale, 2 sièges à l'Amérique latine et 2 sièges à l'Europe occidentale et autres États. Ces membres sont élus aux 2/3 des 193 membres de l'ONU pour un mandat de 2 ans non renouvelable immédiatement. Les critères d'éligibilité tiennent compte de la participation des États candidats à la vie de l'organisation et de leur participation aux opérations de paix.
Il partage avec les membres permanents la responsabilité principale du maintien de la paix dans le monde et de la sécurité internationale, comme stipulé dans le chapitre 5 de la Charte des Nations Unies. Pour les 2 places en jeu dans la zone Afrique, le continent joue la carte de la solidarité. Il présente 2 candidats, la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat et la Guinée équatoriale, néo-candidate à ce poste. Le vote est prévu ce vendredi 2 juin au cours de la 72e Assemblée générale, ouverte le 31 mai à New York. L'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, célèbre ses 25 ans, un anniversaire marqué entre autres par la distinction du personnel méritant, également par le baptême de plusieurs salles et bâtiments, des noms de pionniers du secteur de la communication et de la formation professionnelle. Ahmed Traoré. Anciennement studio-école, qui ne formait que des agents de la RTI, Radio-Diffusion-Télévision ivoirienne, l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication, s'est métamorphosé en un groupe d'écoles. Cette institution a 25 ans aujourd'hui et est composée de 5 écoles: journalisme, production audiovisuelle, publicité marketing, art et images numériques et technologie de l'audiovisuel. Lors de la célébration du 25e anniversaire, les autorités de l'Institut ont baptisé des bâtiments des noms de quelques figures marquantes du secteur de la communication. L'on peut citer entre autres Daniel Boni-Claveri, Laurent Donafologo, Blé Gaillet-Raphaël. Il y a juste 2 ans, l'ISTC a été érigé en institut polytechnique par le président Alassane Ouattara. Si nous sommes réunis autour des 25 ans de l'ISTC Polytechnique, c'est bien parce que les ministres de tutelle successifs, par leur engagement, ont donné des moyens conséquents pour faire éclore ce centre d'excellence. Une initiative jugée opportune par le ministre de la Communication et le parrain de la manifestation. Ici, en effet, 20 nationalités ont été accueillies en 25 ans, ce qui confère à l'ISTC le caractère d'institut panafricain. Les techniques de l'information et de la communication ont bouleversé les échelles de la communication individuelle et collective dans notre société, qui a fait de la communication une épine dorsale de son développement. 73 diplômes d'honneur et 10 médailles de reconnaissance ont été attribués au personnel méritant. Sur cette liste figure Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC. 3e et dernier jour du Discope 2017, ce jeudi. Débuté le mardi 30 mai dernier, ce rendez-vous des acteurs de l'audiovisuel a favorisé les échanges autour de contenus de programmes. Notez que pendant ces 3 jours, il y a eu pas mal d'activités, sessions de formation, table ronde, également projection de séries télé. On fait le point avec Christelle Mena. Une dernière journée de Discope Abidjan 2017 essentiellement consacrée à des projections de fiction audiovisuelle. 3 séries télévisées ont retenu notre attention. On commence par La Reine Blanche du Camerounais Ebenezer Kepombia. Après les séries Foyer polygamique, La Veuve et bien d'autres, le réalisateur-producteur surnommé Mitumba lance dans La Reine Blanche un appel à la mondialisation des cultures et à l'acceptation de l'autre. Elle est de race blanche et l'une des épouses d'un chef de village africain. Comment sera-t-elle traitée? Comment supportera-t-elle la vie dans un village au fin fond de l'Afrique? Le village Sokoundé vit en toute tranquillité quand soudain, Wilson, l'un de ses fils, retourne de la France avec une femme blanche qui va devenir la reine à la chefferie. Une femme au lieu sacré de ce village. Une blanche en plus. Sacrilège. Deuxième série, Aphasie, la révolte de Dantra, de l'Ivoirien Yacine Tounsou, prix spécial du jury au dernier FESPACO. La première saison comprend 26 épisodes, tournés à Abidjan, assigné Fresco. Ce thriller politique traite de terrorisme sur fond de complot d'État, de manipulation et d'enquête policière. Il rassemble dans son casting Stéphane Zabavi, l'immense Bienvenue Neba et l'inoubliable Feu Marie-Louise Asseux. Ils sont tous morts. Exactement 255 personnes. Juju. Et instaurer un couvre-feu immédiatement. Ils essaient de vous manipuler. Autre projection, celle de Top Radio, du franco-ivoirien Alex Ogou.
sitcom de 13 épisodes de 26 minutes, une comédie qui met en scène le quotidien d'une station de radio au bord de la faillite. Un quotidien rythmé par des histoires rocambolesques, de talk-shows déjantés et de caprices de DJ Star. Bref, les réalités d'un business difficile et compétitif qui plonge l'actrice principale dans un univers de trahison, de machisme et de manipulation. Nema arrivera-t-elle à sauver la radio ? Vous entrez dans le bureau de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu le désordre que ta petite polie la crée? Monsieur le directeur, je suis venu chercher mon jet. Comment ça ton argent? Ne joue pas au Alzheimer avec moi. Tu as dit quoi la dernière fois? Non, Andy, patiente, je te paye après, je te paye après. Mon argent. Vraiment, c'était un gros challenge. Avant même le challenge, un grand plaisir de tourner avec toute cette génération d'acteurs, quoi, en fait. Donc voilà, c'est une synergie de gens, d'envie qui ont réussi à mener ça. Et aussi un grand bravo aux producteurs aussi. Un grand bravo à la RTI, au groupe Lagardère et à TSK Studio. Quand j'ai vu le film, côté scénario, technique, les différents plans, traitement de son, les acteurs, franchement, c'était vraiment bien. En tant que future réalisatrice, j'aimerais un jour faire un film comme ça et j'espère que ça ira. La Côte d'Ivoire foisonne d'acteurs talentueux. Il faut les approcher pour les connaître. Et cette expérience m'a permis de découvrir beaucoup de personnes qui savent faire ce que nous pensions qu'il fallait forcément ailleurs pour trouver. Ici, j'ai trouvé beaucoup d'acteurs talentueux. Et ça fait plaisir de savoir qu'on n'a pas vécu inutile. Parce que nous sommes quand même parmi les premiers. Et quand derrière nous, il y a des gens qui savent faire, vraiment, il y a de quoi être heureux. Et j'en suis heureux. Des séries à regarder très bientôt sur vos écrans de télévision. Discop Abidjan 2017, c'est terminé. Prochain lever des rideaux, mai 2018. Voilà, c'est donc terminé. Discop 2017 a refermé ses portes aujourd'hui. Le réveil de l'éléphant d'Afrique, c'est le livre que propose Théophile Awandoli aux lecteurs ivoiriens. Invité du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, l'auteur a décrypté le contenu de son livre. C'était au cours d'un déjeuner de presse. On y va tout de suite avec Chantal Akandon. Ce petit déjeuner débat initié par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, est une opportunité pour l'invité du jour. Théophile Awandoli, auteur du livre Le réveil de l'éléphant d'Afrique, a fait une analyse rétrospective et critique de la politique économique ivoirienne de l'époque coloniale à nos jours. Depuis 1893, comment l'économie ivoirienne a évolué? Pourquoi elle a évolué ainsi? Quelles sont les faiblesses? Quels sont les atouts de cette économie? Et qu'est-ce que nous devons faire pour accélérer la marche de cette économie ivoirienne? Pour l'auteur, ce livre est une contribution au développement de son pays à travers son expérience professionnelle. C'est le symbole de l'économie qui est l'éléphant, mais qui va à l'émergence. Donc il n'y a aucune antinomie entre les deux choses. C'est juste un symbole de cet éléphant qui avance allègrement vers l'émergence sur le président Ouattara. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est un ouvrage de 2 tomes de 526 pages au total. Le premier retrace des élans maintes fois brisés sur le chemin du développement. Et le second, intitulé « De l'effondrement au sursaut », parle de la relance économique afin de se hisser au rang des pays émergents. Il ne faut pas que nous continuions à vendre à l'extérieur que des matières premières, donc aller à la transformation. Cette œuvre a été présentée officiellement le 21 avril dernier au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce petit déjeuner organisé par le GEPSI a été le cadre d'une présentation plus technique et plus approfondie de l'ouvrage. Le réveil de l'éléphant d'Afrique est préfacé par le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions posées à l'auteur ont permis de jeter des regards critiques sur la trajectoire de croissance et de développement de la Côte d'Ivoire. Cette trajectoire, selon l'auteur, passe par 17 grands défis, entre autres des investissements massifs mais judicieux, la mobilisation de l'épargne intérieure, la promotion des PME-PMI et leur accès au crédit et le capital humain.
Et cette bonne nouvelle pour les souscripteurs de l'agrobusiness, les opérations de remboursement reprennent. La procédure judiciaire qui engageait l'État et les banques concernées faisait obstacle à ce paiement. Et bien l'obstacle est désormais levé, c'est ce que nous explique Lansina Bakayoko. Au terme des différentes rencontres au tribunal de commerce d'Abidjan, les banques ont obtenu une meilleure protection juridique. Résultat, elles se sont engagées pour le paiement effectif des souscripteurs à l'agrobusiness. J'avoue que ce n'était pas évident, surtout que les germes conflictuels, je vais dire dans le pays, étaient extrêmement nombreux. Et j'estime que ça a été un comportement citoyen que j'apprécie à sa juste valeur. Le problème aujourd'hui, c'est la lenteur observée dans le processus de remboursement par les banques. Raison invoquée, la nécessité de créer les conditions d'une meilleure prise en charge des concernés. Comme il s'agit d'une étape, j'estime qu'il est tout à fait normal que s'il y a encore des incompréhensions, que vous puissiez poser les questions. Malgré d'autres grincements de dents liés notamment au faible niveau de paiement, les souscripteurs félicitent les efforts de l'État. L'État a demandé aux banques de ne prélever aucun frais. Donc c'est un travail, on peut dire, social. Néanmoins, les souscripteurs annoncent une plainte contre les sociétés d'agrobusiness. En attendant, ils en appellent à l'humanité des promoteurs. Nous souffrons. C'est des économies de plusieurs années que les gens ont investi. Des veuves, des retraités, des sans-emploi, même des étudiants. Les frais de scolarité ont été distraits dans ces souscriptions. Et aujourd'hui, ces individus se la coulent tous dans la nature et on a comme l'impression, quand on donne 12%, c'est fini, on a tout perdu. Seul Dieu, ça, je parle en toute connaissance de cause, seulement il est béni. Et je voudrais que ces promoteurs-là aient à la place de ce qu'ils ont comme cœur, le sentiment de frère, le sentiment humain, pour qu'on ait notre argent. À ce jour, 48 263 souscripteurs ont été enregistrés. Ils ont investi 100,500 milliards de francs CFA. Le chef d'état-major des armées à la rencontre de ses troupes, le général de division Touré Sekou, est en tournée de sensibilisation dans les casernes de l'intérieur du pays. Après Bouaké, cap donc sur Daloa, les temps forts avec Konaté Ngana. C'est à 9h45 que l'hélicoptère transportant le chef d'état-major des armées a atterri à l'aéroport de Daloa. Pour la circonstance, le général Touré Sekou était accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le cap est mis sur la 2e région militaire. Le patron de l'armée a échangé avec les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Le général Touré Sekou a demandé à ses hommes de se ressaisir au fin de faire régner l'ordre et la discipline. Le général de division en appelle également à la cohésion et à la fraternité d'armes. Au cours de ces échanges, nous avons ramené nos hommes à notre livre de règlement de discipline générale pour leur dire que l'armée repose sur la discipline. Ensuite, nous avons insisté sur la cohésion et la fraternité d'armes qui sont des fondamentaux pour toute armée. Donc, ce n'est pas des éléments nouveaux, ce n'est qu'un rappel à nos hommes. Je suis avec le commandant supérieur de la gendarmerie. Nous faisons surtout, en tout cas, ramener l'ordre au sein de nos armées. Le commandant supérieur de la gendarmerie a également livré le même message à ses hommes. Un message qui appelle au respect de la hiérarchie et à la discipline, les fondements des armées. Lancement ce matin de l'opération Épervier 2 par le préfet de police d'Abidjan. C'est une opération qui vise à sécuriser les personnes et les biens sur le territoire national. Une opération qui va mobiliser au moins 3000 hommes, 3000 soldats donc issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du CCDO et également de l'armée. L'opération a été lancée ce matin, c'était au district de police d'Abobo. On y va avec Abou Sanogo. Le préfet de police d'Abidjan procède ici à la mise en route de ces hommes dans la cour du district de police d'Abobo pour marquer la réactivation de l'opération Épervier 2. Opération de sécurisation des personnes et des biens avec pour mission essentielle quadriller toute la commune d'Abobo, écumer les zones criminogènes, interpeller tout individu porteur d'armes à feu ou d'objets dangereux, sécuriser au maximum les populations.
Pour garantir le succès de l'opération Épervier 2, 3837 soldats issus de la police, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée seront mobilisés quotidiennement pour la sécurité du district d'Abidjan avec plusieurs véhicules ainsi que de moyens conséquents, avec en point de mire la restauration de la confiance entre population et forces de défense et de sécurité. Nous leur avons demandé d'être professionnels. La population, ce n'est pas un ennemi. Donc c'est des gens que nous venons pour sécuriser. Seuls auront affaire à nous ceux qui se mettront en marge du code de bonne conduite. L'opération Épervier 2 de sécurisation des personnes et des biens a lieu également dans toutes les préfectures de police du pays. Formation complémentaire qualifiante aux sessions 2017, l'État a décidé de débloquer près d'1,7 milliard de francs CFA pour la prise en charge de 2685 jeunes bénéficiaires. La session a été lancée mardi dernier. On en parle avec Astou Touré. Grâce au travail dans ce rayon, dans un grand supermarché de la place, cet emploi, elle l'a obtenu après presque un an de formation à l'agence emploi jeune et une période de stage dans les locaux de cette entreprise qui l'a embauchée. Je vais dire aux jeunes ivoiriens de croire à l'emploi jeune parce que l'emploi jeune donne vraiment du travail. La preuve en est qu'aujourd'hui je suis employée. L'emploi jeune fait vraiment du travail en Côte d'Ivoire. J'encourage mes frères qui ont des diplômes, qui veulent aussi des emplois, de passer par l'emploi jeune. Avec Grâce, ce sont 1820 autres jeunes qui ont bénéficié de 35 types de formations pour un montant total d'1,187,800,000 francs CFA, mobilisés pour l'année 2016. Pour l'édition 2017, ce sont les locaux d'une entreprise qui est choisie pour le lancement officiel des formations complémentaires qualifiantes de l'agence emploi jeune. Pour les initiateurs, le choix de ce site justifie bien l'ambition qu'a l'agence emploi jeune de renforcer les relations de partenariat avec le secteur privé. Nous sommes absolument persuadés que le développement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes ne se fera que dans le cadre d'un partenariat actif avec le secteur privé dynamique. Les formations complémentaires qualifiantes FCQ sont des sessions de formation qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide à l'embauche PAE en vue d'apporter une réponse au problème de l'inadéquation formation-emploi. Ce programme est un dispositif permettant d'améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations professionnelles de reconversion, de recyclage et de requalification. Pour cette année, 2685 jeunes bénéficieront de ces formations pour une prise en charge d'1,616,985,000 francs CFA. Peut bénéficier de cette formation complémentaire qualifiante tout demandeur de premier emploi âgé de 18 à 40 ans, inscrit sur la plateforme technologique de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ce projet s'étend sur tout le territoire national. Désormais, un cadre de rencontre entre chefs d'entreprise et personnes vivant avec un handicap. C'est une grande première ici en Côte d'Ivoire. Cela se passe au Palais de la Culture, au plateau depuis ce matin. L'événement s'intitule « On dit emploi ». Mamadou Kouassi pour en savoir davantage. Le marché du travail n'est pas toujours favorable aux personnes souffrant de handicap, malgré leur qualification. Et elles connaissent des fortunes diverses. Moi, par exemple, j'ai fait une formation de caissière spécialisée. Depuis 2012, je n'ai pas encore eu de stage jusqu'à présent. Quand je dépose, on me dit de patienter. Souvent, on ne me rappelle plus. J'ai eu mon test cette année. Maintenant, j'ai eu problème à la recherche des stages. Quand je recherche des stages, il y a des personnes qui n'ont pas confiance à mon expérience et à ma compétence. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Il y en a qui disent qu'on ne correspond pas au profil qu'ils recherchent. Les entreprises privées surtout. Il y a aussi des concours organisés par l'État de Côte d'Ivoire qui disent aussi que, en tant que personne handicapée, on ne peut pas passer ces concours. Il faut transformer leur handicap, freiner un emploi décent en opportunité. Un cadre de rencontre des personnes souffrant d'un handicap et les chefs d'entreprise est donc créé. Il s'agit de la journée anti-emploi. Ces personnes recoltent d'énormes potentialités. De nombreuses entreprises ont reçu un répertoire des CV de toutes ces personnes qui sont là. Nous avons des spécialistes en marketing, en ressources humaines, en audit, etc. Tous ces profils et ces compétences sont mis à la disposition des entreprises privées de Côte d'Ivoire. Les initiateurs de cette rencontre veulent permettre aux personnes handicapées d'exposer leurs préoccupations, mais aussi de faire des propositions pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Présent à cette rencontre,
Le directeur général de l'emploi a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle politique de prise en charge des personnes handicapées. Pour cette année, nous avons prévu un certain nombre d'actions importantes, comme l'élaboration d'un compendium de compétences des personnes en situation de handicap, pour favoriser justement leur insertion sur le marché du travail. Il y a également la réhabilitation des instituts spécialisés de formation qui existent et la création de nouveaux établissements sur l'ensemble du territoire. Cette plateforme d'échange a permis aux personnes handicapées d'avoir des contacts directs avec les professionnels du secteur privé. Cette information, avant de poursuivre, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 5 juin 2017, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. 25 femmes distinguées dans l'ordre du mérite national pour certaines et dans l'ordre du mérite ivoirien pour d'autres. La grande chancelière encourage ainsi les femmes ivoiriennes à s'engager dans les actions de paix et de réconciliation nationale. Sidonie Davila. Faisons officier de l'ordre du mérite. Ces femmes, 25 au total, issues de divers domaines d'activité, reçoivent ce jour la reconnaissance de l'État. 7 femmes distinguées dans le mérite de l'ordre national et 18 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Des honneurs réservés aux valeureux et vaillants serviteurs reconnus pour leur travail et leur dévouement. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Merci encore plus pour ce que vous continuez de faire pour les hommes et les femmes de votre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais en même temps vous inviter à vous engager davantage pour la réconciliation des cœurs et des esprits. Je sais votre capacité de persuasion et de médiation. Ces récipiendaires, pour la plupart, sont admis à la retraite. Dans l'accomplissement de leurs tâches, elles ont acquis des expériences qui pourraient inspirer les jeunes générations. Grâce à vous, nous sommes reconnus comme des modèles à suivre, à imiter. Nous sommes reconnaissantes aussi à la Côte d'Ivoire de nous avoir donné une formation solide qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance de la nation aux femmes qui se tient dans la période de la fête des mères est devenue une tradition à la grande chancellerie. La cérémonie de distinction des femmes est à ce jour à sa 6e édition. Sibirika rend hommage au président de la République pour ses actions en faveur du développement de cette localité située dans le département de Korogo. En effet, Sibirika est désormais connecté au réseau électrique national et cela a donné lieu à une grande fête. On en parle avec Kader Sorodogo. Sibirika, village de 3000 âmes situé dans la sous-préfecture de Komborodougou, nous sommes dans le département de Korogo. Le village célèbre la lumière. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil régional du Poro, va financer à hauteur de 150 millions de francs CFA le projet d'électrification de Sibirika. 3 ans plus tard, ce sont des populations qui sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara, à travers la fête de la lumière. Le président de la République a toujours dit qu'il était au travail pour la Côte d'Ivoire. Et ici à Sibirika, nous avons eu les bienfaits de ce travail-là. Il était important pour nous de faire un arrêt et de faire un point sur tout l'ensemble du développement, des actes de développement que le président a posé pour nous et de lui dire sincèrement merci. Nous sommes fiers et nous le disons tout haut. Merci, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Témoin de l'événement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, prenant la parole, demande aux populations de rester soudées autour du président de la République. Tous, autant que nous sommes, en pareille circonstance, il nous faut faire bloc autour du chef de l'État. Et la présente cérémonie d'hommage au chef de l'État ne pouvait si bien tomber. À Sibirika, désormais, le clair de lune sera aidé dans sa tâche par des lampadaires. De nombreuses danses traduisent éloquemment ce changement positif. On évoque à présent cette étude de faisabilité de l'inventaire du patrimoine forestier ivoirien. Un atelier autour de la question a réuni des experts. C'était mercredi dernier. On fait le point avec Chris Diomondé et Abou Sanogo. Les ressources forestières et la faune de Côte d'Ivoire connaissent une dégradation depuis ces 10 dernières années.
Le seul inventaire forestier national réalisé en Côte d'Ivoire date de 40 ans. Pour faire face à ses engagements internationaux sur la protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire veut actualiser ses données en la matière. Cet inventaire que nous attendons depuis des années, je pense qu'il est venu à point nommé pour nous permettre, tout un chacun, autant les professionnels que tout le commun des mortels, qu'ils puissent avoir une idée exacte de quelle est la superficie forestière qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il y a eu les textes d'application qui sont en voie d'être pris, qui sont donc en cours. Il y a également donc un nouveau code de la faune qui est en cours. Il y a l'instruction en cours sur le plan de développement stratégique. Donc c'est autant d'actions qui sont entreprises et qui vont être effectivement confortées par les résultats que nous allons obtenir à partir donc de l'inventaire forestier national qui sera donc réalisé. Autre objectif majeur de l'opération, une meilleure connaissance des ressources nationales et de maîtrise de l'utilisation durable de l'écosystème. La Côte d'Ivoire va-t-elle pouvoir respecter ses engagements sur la scène internationale ou sur la scène nationale pour liés à la gestion des ressources naturelles, notamment avec des enjeux importants qui sont les enjeux climatiques, la conservation de la biodiversité, mais aussi des enjeux nationaux extrêmement forts sur la possibilité pour les populations de bénéficier des ressources forestières pour leurs besoins quotidiens. Cette étude de faisabilité bénéficie de l'appui financier de CD2. La rencontre a mobilisé 70 participants représentant les acteurs des secteurs de la forêt et de la faune de Côte d'Ivoire. Et puis cette décision très peu surprenante du président américain Donald Trump qui a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, comme il avait donc promis lors de sa campagne. Cet accord, selon lui, est désavantageux pour son pays. Réaction tout de suite de Emmanuel Macron, le président français. C'est une erreur, je cite, pour les intérêts de son pays, mais également pour l'avenir de la planète. C'est ici que s'arrête cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur nos antennes.